Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc président de la Comader, Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Encore une fois, merci au nom de l'économiste d'avoir accepté notre invitation au Ftor débat de l'économiste. Alors, l'actualité oblige. Donc, quelle analyse aujourd'hui faites-vous de la forte tension qui est en train d'être menée autour des prix agricoles? Et surtout, pourquoi on n'a pas vu venir cette situation? Surtout que cette hausse, elle arrivait avec la hausse elle était inévitable, des produits et de la crise internationale. Donc pourquoi aujourd'hui on n'a rien fait et on agit aussi sous pression? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'était un plaisir d'être parmi vous ce soir. Écoutez, c'est un phénomène, on n'est pas les seuls d'avoir connu, et on connaît toujours ce phénomène. C'est un phénomène qui est connu un petit peu partout, surtout chez nos voisins, en parlant de... Je vous cite rien que l'Espagne, par exemple, au niveau de la tomate, elle fait 4 fois la production du Maroc, l'Italie qui fait 5 fois la production du Maroc, et ils ont vu leur prix augmenter d'une manière incroyable. C'est passé à des niveaux défiant toute concurrence, on n'a jamais vu ça. Donc on doit s'estimer, je le dis sincèrement, on doit s'estimer heureux d'avoir tous les produits déjà. Parce qu'on est passé par une crise très difficile, on est encore, quand je vous dis on n'est pas les seuls, même au niveau climat on n'est pas les seuls. Il y a un changement climatique qui touche un petit peu tous les pays, en général, surtout le pourtour méditerranéen. Donc on a vu venir la crise, on voyait la crise. Mais comment réagir, c'était déjà très difficile. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque? Moi, je ne me place pas en tant que gouvernement, je me place en tant que producteur, en tant que professionnel. Ce n'est pas facile de réagir sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Ça dépend d'un contexte mondial. S'il y a une sortie de crise, de Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, juste après le Covid, on a eu des flambées de prix sur le transport maritime, qui ont pris pratiquement multiplié par 10. Bon, il y avait des retombées de ce côté-là. On avait le problème du pétrole, donc qui dit pétrole dit gaz, dit automatiquement les engrais azotés. Donc c'est des choses qu'on voyait venir. Mais la nouveauté, c'est qu'on ne savait pas qu'il y avait tellement de choses qui vont se mettre ensemble. Premièrement. Deuxièmement, on pensait que, réellement, on a tous pensé que la sécheresse était derrière nous. Ce changement climatique, on ne pensait pas que c'était un réel changement climatique et que ça ne s'arrête pas, même aujourd'hui. On vit cette situation depuis 3 ans, c'est la 4e année maintenant, et on ne voit pas le bout du tunnel. Que ce soit pour nous, que ce soit pour les Espagnols, les Italiens ou les Français, on est tous pratiquement dans la même situation. On a des lacs qui disparaissent en Europe, on a des fleuves qui ne coulent plus, on a un sérieux problème climatique. Mais si on compose tout ça, ça a donné ses prix. Et réellement, franchement, on peut dire qu'on doit s'estimer heureux qu'on a encore ces prix-là au Maroc. Ça aurait été beaucoup plus que ça. S'il n'y avait pas l'intervention assez musclée, j'ai bien musclé au niveau surtout des intermédiaires, c'est là où on a tapé un petit peu, on a essayé de taper un petit peu, rien le fait de bouger. Réellement, au niveau loi, on n'a pas grand-chose à faire vis-à-vis des intermédiaires. Les prix sont libres. Je peux demain fixer un prix de 20 dirhams la tomate, je ne vais pas vendre, mais je peux le faire. Du moment que j'affiche mon prix, personne ne m'obligera à le vendre. Du moment que je stocke de la pomme de terre, il le faut, on doit stocker de la pomme de terre. Si on ne stocke pas, ce n'est pas un crime de le fait de stocker de la pomme de terre. Si on ne stocke pas aujourd'hui, on ne trouvera rien demain. Mais parce que les intermédiaires ont été un peu les boucs émissaires de cette histoire, non? Pardon? Les boucs émissaires. Les intermédiaires? Oui. Bon, maintenant il y a intermédiaire. Ouais. Il y a deux choses. Il y a intermédiaire et spéculateur, des gens. Et intermédiaire et des gens qui ont surfé sur la vague, des gens qui ont profité de ça. Et le fait d'en parler, chaque fois qu'on en parle, chaque fois qu'on a créé, c'est un cirque vicieux. Chaque fois qu'on en parle, les gens, moi j'ai mis le temps de pommes de terre, le fait d'en parler, tout le monde en parle que la pomme de terre est en train de flamber, c'est humain, c'est pas logique du tout, mais c'est les gens qui veulent gagner plus. Et c'est ça ce qui nous a fait mal, c'est les gens qui veulent gagner encore plus et disent bon, pourquoi vendre maintenant alors que j'ai la possibilité encore d'attendre dans une semaine ou deux, peut-être que je vais gagner encore un dirham. Maintenant, il y a le problème d'intermédiaire
On a parlé tout à l'heure en off, en parlant des intermédiaires. Est-ce qu'ils n'ont jamais existé? Si, ils ont toujours existé. Et on a besoin des intermédiaires. S'il n'y a pas d'intermédiaire, l'activité ne pourra pas continuer. Maintenant, il y a des intermédiaires. Avant, il y avait des intermédiaires qui... Un agriculteur, il arrive jusqu'au bout de chaîne, jusqu'à la récolte, pour vendre sa production. Mais maintenant, on commence à voir les intermédiaires. Il n'y a pas longtemps, on commence à acheter, ce qu'on appelle acheter sur pied ou sur champ. Ils achètent au bout de chaîne. À la fin, il y a les gens qui viennent, ils achètent sur champ, et ceux qui font la récolte, ils vendent après. Donc déjà, c'est le premier intermédiaire. Et lui, il vend à un autre, un deuxième, un troisième, un quatre, certainement. On se retrouve avec 3, 4 peut-être pour atteindre le marché de gros. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'il y a des gens qui achètent même avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on apprend que les gens achètent des rosacées au niveau de la floraison. On ne sait même pas que juste après la floraison. C'est pas la même chose. Maintenant, nous, on reçoit les informations, ça remonte de tous les côtés. Maintenant, c'est beaucoup plus... Avant, ça existait pour certains agriculteurs qui avaient des difficultés à finir leur campagne, ils arrivaient à vendre. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, par contre, jamais vu de l'olive se vendre au mois de juin. Cette année, ça se vendait au mois de juin et juillet. L'olive, sur pied, ça se vendait au mois d'octobre, normalement à la fin, mais ça se vendait après, vers le mois de septembre. Maintenant, et ça, c'est dû à beaucoup de choses. Entre autres, c'est l'agriculteur qui a souffert pendant la Covid, qui a vendu son cheptel. Et l'agriculteur, il se base sur deux choses. Il y a la banque, son patrimoine, c'est la banque et le cheptel. S'il a un problème de liquidité, il s'adresse à la banque. Et s'il a un problème au niveau de la banque, il se rabat sur son cheptel. Ce qui s'est passé pendant la Covid, les marchés les marchés d'ailleurs, de bestioles ou les marchés des souks hebdomadaires étaient fermés. Et à un certain moment, l'éleveur, au lieu d'attendre, il n'a pas le choix, il est obligé de vendre chez lui carrément à des prix. C'est là où il y a eu une baisse, où la viande est arrivée à 40 dirhams. Il y a eu une baisse parce que l'agriculteur, à un certain moment, il a écoulé une bonne partie de son cheptel. Avec la sécheresse qui a suivi, avec le manque d'eau, donc il y a eu une baisse de cheptel à ce niveau-là. Et automatiquement, l'agriculteur est retrouvé ou bien endetté, ou bien en manque de liquidité. Et il était obligé de céder avant. Et c'est pour ça qu'il a vendu 1 mois, 2 mois, même voire 3 mois avant l'arrivée de maturité. Et c'est pour ça qu'on a eu ces genres de spéculateurs qui arrivaient et qui finissaient. L'agriculteur, il se permettait donc, de un, l'agriculteur était obligé de vendre au prix donné par l'acheteur, qui vient parce que c'est un sauveur pour lui. Parce qu'il y a les liquidités qu'il faut, il le sauve, il lui complète l'année. Donc il n'était pas à l'aise de vendre son produit comme il faut, donc on a un problème chez l'agriculteur. Et le consommateur tombe entre les mains de certaines personnes qu'on ne connaît même pas. Et c'est pour ça que ce phénomène, cette année, on voit que le phénomène a été gravé par ce phénomène-là. Justement, par rapport à la campagne agricole actuelle, on a tout entendu. Bonne campagne, mauvaise, insuffisante, pas aussi bonne que l'année dernière, pas aussi bonne que l'année d'avant. Alors, comment vous qualifiez la campagne agricole? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est moyenne? Sachant que ces derniers mois, il y a eu de la pluie. Donc, c'était un peu rassurant. Et quid de la récolte céréalière? Parce que c'est le meilleur indicateur, c'est les céréales. C'est un peu prématuré, mais comment vous qualifierez cette campagne? Écoutez, ces campagnes, on a tout entendu. Le budget d'État a été fait sur la base de 70 millions de quintaux. Quelqu'un d'autre a parlé de 55 millions de quintaux. Oui. Je ne sais pas comment il a eu ces chiffres. Moi, personnellement, j'ai dit que c'est un produit, on peut savoir réellement la récolte jusqu'au bout. Si on ne fait pas de la récolte, on ne peut pas savoir ce qu'on a quand même. Toujours des estimations du gouvernement. Très difficile. Très difficile de... Oui, avant. Les estimations, c'est début mai, mais pas avant. Non, celui qui a estimé au mois de mars, il n'a rien compris. Désolé, mais on ne peut rien estimer ni au mois de mars, ni au début. C'est des estimations, on le dit sur la base. C'est un produit vivant qui est à la merci des intempéries, donc qui est dehors. Il a besoin, comme tout le monde, d'avoir à manger, à boire. Et on a eu un bon démarrage jusqu'au début mars. La campagne était excellente. On voyait que sur la majorité des parcelles, partout au Maroc, c'était très bien. Arrivé mars, on a eu une coupure, je pense que ça dure maintenant pratiquement 2 mois, sans eau.
pratiquement plus rien, à part quelques passages des orages un peu par-ci, Donc par-là. on bascule d'excellent à... Ah, on ne sait pas. On sait pas. Le taux de remplissage des barrages qui n'est pas mauvais. Le taux de remplissage des barrages. Il a baissé là. Il a baissé. Et on est pratiquement, on est un point de moins que l'année dernière, qui était déjà très bas. Donc ça annonce quelque chose d'une année similaire à la campagne similaire à celle de l'année dernière. Je ne pense pas que ce sera plus. Ou pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose que l'année dernière. Le mouton sera plus cher. Parce que l'aliment de bétail, ça a un... L'aliment de bétail, bon, ça suit. Ça suit, c'est automatiquement sera plus cher, pas évident, c'est pas sûr. Peut-être une petite différence, très peu, 5-10% maximum. Carburant et aliment de bétail. Et l'inflation. Je pense que ça sera l'aliment pour le mouton, ça sera à mon avis 5-10% de plus maximum. Maintenant, il y a aussi le problème du mouton, il y a aussi les intermédiaires, ce qu'on appelle en langage snaqa. Ils sont partout, les Ils sont intermédiaires. partout. Et là, on trouve entre le prix du mouton sorti de chez l'éleveur, arrivé sur un marché de Casablanca, je pense qu'il y a énorme, une différence est énorme. Et là, on trouve un éleveur qui a, le pauvre, souffert pendant une année, et l'autre qui l'achète, il le garde pendant 15 jours, le temps de vendre, il gagne, c'est-à-dire Il y avait de l'inquiétude sur la fête sur l'Eid al-Adha. Maintenant, ça a été tranché. Non, il n'y a pas de problème. Non, il y aura, il y aura de la disponibilité. Non, il y aura des importations de moutons. Les importations jusqu'à présent, il y a eu 10 000 têtes au niveau des ovins d'Espagne, l'Espagne, qui ont été importées. C'est similaire aux nôtres? Oui, les races très très proches, ça n'a rien à voir. Donc c'est tout. Au niveau des bovins, on a eu 22 000 têtes importées jusqu'à présent. Brésil. Dans les 2900 du Brésil, le reste, ça vient d'Europe. Donc c'est ce qui est... vous voyez, c'est au niveau de l'importation, on n'est pas le seul. Maintenant, la Turquie, elle importe 200 000 de Brésil. La France vient de lancer l'importation du Brésil aussi. Mais il y a un aspect qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait qu'on importe le kilo de viande bovine à 15-20 dirhams du Brésil et ça se vend à 80-75 dirhams chez le boucher? Alors, je ne sais pas qui a parlé, j'en suis sûr, je dis qu'il n'y a personne n'a parlé de 15 dirhams. On est très très loin de ces chiffres-là. C'est la moyenne mondiale. Pardon? Parce que c'est la troisième catégorie de viande, donc elle est autour de 15-20 dirhams le kilo. En tous les cas, on a les prix du Brésil, ça n'a rien à voir avec ces prix-là. Ils sont de combien alors Non, les prix aujourd'hui, c'est les prix arrivés, l'engagement qu'on a avec, c'est d'arriver aux alentours de 70 dirhams. Les prix sont, à part le transport, je ne vois pas comment c'est. Qui a parlé de ces prix-là? Franchement, qui a pris. Franchement, si on a une viande à 70 dirhams au port, c'est que ça ne va pas résoudre le problème. Non, 70 dirhams doit être vendu. Ah, vendu. En 70, soit 80 vendus. D'accord. Non, vendu. Ça dépend des distances, ça dépend d'arrivée, mais c'est en 70, 80 vendus. Non, pas de... Monsieur Benali, puisqu'on parle de viande, expliquez-nous les bovins brésiliens. Il y a eu tellement de choses, on les a ballottés dans les réseaux sociaux. Mais quelle est l'origine de cette polémique? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, franchement, je ne sais pas, moi, qui a parlé de troisième catégorie, qui a parlé des prix. C'est des choses que réellement... L'état sanitaire de ces... Les bouchers, on revient, c'est les bouchers. Les bouchers. Et qu'est-ce qu'ils ont comme formation? Qu'est-ce qu'ils ont comme information réelle? Qui les orientent aussi. C'est pas vrai. Je sais ce que je dis, je pèse mes mots. C'est un problème interne entre bouchers et importateurs. Rien à voir avec tout ça. Vous pouvez demander les prix, je vous donne les sont connus, les prix sont connus à l'apport. Vous pouvez vous renseigner au niveau d'un site, de n'importe quoi au niveau de Brésil. Vous pouvez demander, je peux vous donner les coordonnées même des gens de l'ambassade. Le ministère, ils nous ont précisé le tarif, le prix de revient. Ils nous précisaient donc, le nombre et aussi d'où il vient. Ils ont parlé du Brésil et aussi l'Uruguay. Donc prochainement, donc, il y aura un nouveau contingent qui va arriver de l'Uruguay. Donc ce n'est pas la race Nellore, c'est une autre race qui est, je crois, britannique. Donc est-ce que c'est de la... Franchement, je ne suis pas au courant de ce qui va être apporté, mais je sais que selon nos accords avec le Brésil, selon l'ANSA, que on a tenu la réunion hier avec le chef du gouvernement, le directeur général de l'ANSA et tout, qui certifie que ce sont des produits de la très bonne qualité. Il y a tout ce qu'il faut. Tous les documents sont disponibles au ministère. Donc maintenant,
on rapporte ce qu'ils disent je ne vois pas rien, franchement, un boucher, qu'est-ce qu'il va connaître dans tout ça? Peut-être qu'il connaît la viande devant lui, mais réellement, il y a des normes, il y a des choses qui peuvent... C'est le chef du gouvernement qui s'est exprimé sur la question. Tout le monde est devenu spécialiste. Tout le monde est devenu spécialiste. C'est ça ce qui est malheureux. Je pense quand on laisse la place tout le monde devient des spécialistes. Donc est-ce qu'il y a eu un problème de communication? Des spécialistes de la viande, donc il y a eu un problème de communication alors, donc c'est pour ça qu'on a laissé la chaise... On a fait un peu la politique de la chaise vide? Non, il n'y a pas de chaise vide. Ça dépend comment on communique. Au Maroc, il y a des choses qui... C'est malheureux de le dire, mais chaque fois qu'on communique sur du mal d'un produit, ça paye. Oui. Ça paye beaucoup mieux. Absolument. Et le papier se vend nettement mieux et on est beaucoup plus écouté. Quand on dit quelque chose de normal, ou bien de logique, ou bien de bon, on n'est pas très lu, on n'est pas... Et c'est ce qui est malheureux. Donc, il ne faut pas qu'on tombe tous dans le piège. Non, pas vous, je ne veux pas de vous, mais je te dis en général... Notre travail, c'est aussi d'expliquer et d'informer. Non, mais je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller... Moi, je suis un technicien de formation, je vois tout ce qui est technique. Oui. Rentrer, demander des fiches, demander les analyses. Tout est officiel. On peut demander les analyses à l'ANSA, pour vous donner les analyses des bêtes qui sont arrivées. Parlons, s'il vous plaît, des céréales. Il y a la France qui a annoncé qu'elle va baisser ses exportations. Le Maroc importe de la France. Est-ce que ça va impacter notre pays? Heureusement qu'il y a de la demande. Des céréales sont disponibles un peu partout. Il y a des possibilités d'importer. Je viens d'avoir une offre de la Pologne qui est très intéressante, très alléchante. Donc il y a des potentiels un peu partout. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte que le marché ne soit pas approvisionné de céréales d'ici. Non, ça on fait le maximum pour que ça soit... On importe de quelques, je pense, 14 ou 16 pays différents, donc il y a une possibilité d'avoir des produits d'un peu partout. Alors si on voit, on importe de la viande, on importe des céréales, on importe de l'huile de table, puisque déjà la filière, elle aussi, elle souffre depuis des années, depuis la libéralisation du secteur. Alors est-ce qu'on peut dire que le plan Maroc vert n'a pas réussi? Donc pour qu'on puisse parler de souveraineté agricole ici au Maroc. Écoutez, moi je défie quelconque, n'importe quel pays au monde ne peut pas, sauf peut-être la Russie ou les États-Unis qui sont souverains plus ou moins. Oui. En dehors de ça, personne ne peut être souverain. On importe. On a une forte importation, ça ne dépend pas d'un seul produit. Tout le monde importe aujourd'hui. Ce sont toutes les filières maintenant qui sont... On exporte tous nos tomates, on les exporte en Espagne, les premiers. Et vous savez que l'Espagne produit 4 fois plus que le Maroc. Oui, ça ne veut absolument rien dire. Quand on a un commerce international qui est relié partout, tout le monde exporte de partout, tout le monde importe de partout. Ça, c'est premièrement. Pour parler de souveraineté, moi, franchement, c'est très difficile de parler de souveraineté. Maintenant, on parle surtout, et le monde entier parle de la sécurité et non pas de souveraineté. Parce que souveraineté, ça devient quelque chose... Alors maintenant, revenons au plan Maroc. Ça, c'est autre chose. Justement, quelle définition on peut donner à la souveraineté? Qu'est-ce que c'est au juste? Parce que là, on en parle beaucoup. C'est devenu un grand slogan. Qu'est-ce que c'est au juste? La différence est très simple. La sécurité, ce qu'on assure avoir, comme je vous dis au début, avoir tous les produits disponibles, c'est de la sécurité. Parce qu'on n'est pas... Il y a pas longtemps, l'Angleterre avait des rayons vides. Oui. Il y a certains pays à côté qui n'ont pas eu de blé pendant certaines périodes. Donc ça, c'est de la sécurité. Assurer. Pour assurer, par exemple, on parle du cas du blé. Avoir des silos, avoir une logistique bien rodée. On va acheter les produits quand il faut, comme il faut. Avoir comment on dit, c'est... Le timing, quand est-ce qu'il faut amener, parce qu'il ne faut pas concurrencer le blé. En fait, les prévisions. Ce n'est pas les prévisions réellement, c'est un timing pour ne pas concurrencer le blé local. Maîtriser les intrants, maîtriser les fournisseurs et tout. Ça, on sécurise un produit. Avoir de la souveraineté, c'est autre chose. La souveraineté, c'est-à-dire on consomme tout ce qu'on doit consommer doit être chez nous. C'est impossible, il n'y a pas un pays qui le fait. Ça, La souveraineté n'est pas l'autosuffisance. L'autosuffisance, ce n'est pas la souveraineté. La souveraineté, c'est assurer la sécurité alimentaire et ça provient aussi de marchés partenaires, dans les deux sens. Ça, c'est la sécurité. Ouais. C'est pas la souveraineté. C'est pas la souveraineté, ça, c'est la sécurité. La souveraineté, c'est être souverain. C'est-à-dire, on peut dire que j'ai pas besoin de... c'est pour ça qu'on ne parle jamais, on peut être souverain. On était souverain en viande, on était à 100%. On était en lait à 100%. Viande blanche, 100%. Fruits et légumes, toujours 100%. Maintenant, avec tout ça, on ne peut pas tout faire.
Maintenant, être souverain en blé, c'est impossible. Plan Maroc vert ou pas, on ne peut jamais le faire. C'est quelque chose, c'est technique, on ne peut pas le faire. On n'a pas assez. On est un des pays les plus grands consommateurs de blé. Et ça, c'est une grande question. Pourquoi au Maroc, on consomme 300 kg de blé par individu par an? C'est pas normal. Et ça, c'est... de la Méditerranée. Non, on dépasse. C'est quoi la moyenne? La moyenne mondiale? La moyenne mondiale, 160, 140. Donc on est en surconsommation? En surconsommation. Mais moi, je ne vois pas surconsommation. Moi, d'ailleurs, il y a une sortie que j'ai été parler du... Je suis toujours contre le pain à 1 dirham 20. J'en ai parlé souvent, ça c'est contre le 1 dirham 20, parce que moi je suis toujours pour avoir payé le pain avec un prix raisonnable et après donner le reçu, donner de l'argent pour les gens qui achètent du pain à côté, ou bien le sucre, parce qu'on a des prix qui sont nettement plus bas que la moyenne partout. Il n'y a pas de 1 dirham 20 nulle part. Alors, il y a une déperdition incroyable, il y a un gaspillage énorme au niveau du pain. Ça, c'est pas normal. Et parce que c'est les Marocains, est-ce qu'il est le SMIC? Ça serait le... Non, je dis, quand on a un problème, on compense. C'est ça, c'est le but de réussir. C'est compenser et mettre le pain à son juste prix. On ne va pas aller à 10 dirhams ou à 5 dirhams ou 7 dirhams, mais au moins 2 dirhams 50. Je trouve que c'est un prix le plus logique. Au moins, réfléchis 2 fois avant d'acheter on a besoin de 2, on achète 4. Et ça, c'est connu. Un pain, on ne le laisse pas le soir ou le lendemain, on le jette. Mais on ne vous a pas critiqué quand vous avez déclaré... Non, pas du tout. Je pense que les gens sont conscients de... Il y a quelque chose d'anormal. C'est anormal. 360 kg, 350 kg par individu par an, ce n'est pas normal. Et ça, c'est ce que notre consommation. Ça, je trouve le 1 dirham 20 ? Le 1 dirham 20, pour moi, il doit passer un peu plus haut et si vous donnez de l'argent aux gens qui ont vraiment besoin, leur donner carrément, leur donner du pain chaque jour, pour chacun, on lui donne et ça reviendra moins cher pour nous. 1 dirham 20, il y a une historique derrière. C'est les émeutes de 1981. Je sais qu'il n'y a même pas de prix, il n'est même pas fixe. Il n'y a même pas fixe. Le prix, le 1 dirham 20 n'existe nulle part. Ça n'a jamais, ce n'est ni loi, ni décret, ni rien du tout. Et d'où il sort le 1 dirham 20 ? Depuis les mètres de 81. D'accord. C'est ça ce qui s'est passé. On a fixé, on a dit qu'on va vendre, je ne sais pas combien de grammes dans ce pain et on le fixe à 1 dirham 20 et ça a été fait jusqu'à présent, c'est maintenu jusqu'à préson. Ça serait votre cheval de bataille au niveau de la Comadère le 1 dirham 20, combattre le 1 dirham 20? Non, pas à ce point, non. On ne changera pas le prix avant d'instaurer le RSU. Bien sûr, oui. Ça, c'est clair. La bonbonne de gaz ne restera pas à ce prix-là parce qu'elle est utilisée même dans l'agriculture, elle est utilisée dans d'autres choses. Le sucre, tout le monde sait que 50% du sucre ne va pas chez le consommateur, il va chez les industriels, au prix qui est subventionné. Le blé, il est subventionné cette année, on a eu quand même 10 milliards de dirhams. Et les payé par les citoyens aussi, les 10 milliards de dirhams. Il vaut mieux que ça soit qu'il passe dans les RSU et il passe autrement que de l'avoir le payer, qu'il soit jeté quelque part. Parce que vraiment, il y a un gaspillage pas possible. Regardez dans les mariages combien on jette du pain. Regardez dans les... Il n'y a pas que ça, c'est incroyable. C'est on dit dans des prisons, on jette du pain. Là, il y a un problème de ce côté-là. Maintenant, si vous voulez qu'on revienne au plan Maroc vert, je peux vous répondre parce que moi, je ne suis ni gouvernement, ni je suis un agriculteur et je peux vous en parler. Ça, c'est... Justement, si vous permettez, j'aimerais juste revenir à un des aspects importants de cette crise que vous avez évoqué tout à l'heure, celui du changement climatique, qui renvoie systématiquement à la problématique de mobilisation des ressources en eau. Normalement, il devait y avoir un plan national de l'eau. Vous, en tant qu'agriculteur, selon vous, qu'est-ce qui devait être fait, mais qui n'a pas été fait et qui a justement conduit le pays à la situation actuelle? Alors, au total, il y avait le plan Maroc vert qui utilise de l'eau et il y avait un plan pour l'eau, réellement. Le plan pour l'eau n'a pas suivi. J'en le dis haut et fort. Pendant 10 ans, on a eu un retard. On a eu des barrages collinières qui devraient se faire, n'ont pas été faits. Je cite toujours un exemple du barrage de celui qui allait irriguer la plaine de Saïs, qui est en principe, qui devrait être opérationnel en 2019. Nous sommes en 2023. Il ne pourrait être opérationnel qu'en 2025, voire 2026. Alors quand même, il y a un décalage de 6 ans de retard. On a eu des barrages, de grands barrages qui n'ont pas été réalisés. On a eu des stations de dessalement qui n'ont pas été faites. Le meilleur exemple, c'est la station d'Agadir. La station d'Agadir n'a jamais été pour l'eau potable. Aujourd'hui, elle est utilisée à 50% pour l'eau potable.
Après, avec tout ça, quand on a eu ces retards d'eau, quand il y a eu un problème réellement l'année dernière, qu'est-ce que le meilleur moyen de couper? C'est de couper sur l'agriculture. L'agriculture est un consommateur d'eau, on le sait, mais on le sait depuis toujours. On boit et on mange, il y a les deux. Il faut de l'eau potable, mais il faut aussi de l'eau pour la faire l'agriculture. On ne fait pas d'agriculture sans eau, avec une pluviométrie de 200. Je cite rien que l'exemple de la région du Seis, par exemple. La moyenne, depuis toujours, c'était 600-500 mm. On est à 200 de moyenne. Avec 200, vous croyez quelque chose qui va pousser? Si on n'a pas des appoints d'eau, c'est pas possible. C'est quelque chose que... Le plan Maroc Vert est arrivé, on avait 250 000 hectares en goutte à goutte, on est passé à 650 000, 680 000 hectares de goutte à goutte. Avec cette différence de goutte à goutte, on a gagné pratiquement, faites le calcul, mais pas mal de barrages qu'on a gagnés. Si on restait sans plan Maroc Vert, c'est pour ça que je reviens, si on n'avait pas le plan Maroc Vert, et on avait aujourd'hui, tout le monde sait, le maraîchage ne marche qu'avec le goutte à goutte. Surtout le maraîchage, c'est ça, un produit utile. S'il n'y avait pas de goutte à goutte, on aurait fait pas moins maximum 20% de ce qu'on a aujourd'hui. Alors imaginez où est-ce qu'on va trouver le reste. Parce qu'on avait une irrigation normale, c'est l'équivalent, pour le goutte à goutte, c'est 10 fois plus en superficie, on gagne 10 fois plus. Et ça, c'est quand même... Un autre problème que vous avez évoqué tout à l'heure, celui des intermédiaires. Parmi les pistes proposées notamment par le CESE, c'est la révision du mode de fonctionnement des marchés de gros. En tant que professionnel, qu'est-ce qui doit changer concrètement au niveau de l'organisation de ces marchés? Il y a deux choses. Il y a le système classique, qu'on parle des carreaux, les mandataires et tout ça. Ça ne peut pas rester éternellement. C'est un système qui a été fait à un certain moment. Je ne pense pas aujourd'hui pourquoi on va garder ça. Il y a les taxes. Aujourd'hui, il y a un produit qui rentre à Isgan, il paye une taxe. Après, il se retrouve, il sort pour aller à Rabat, il paye une autre taxe. Et s'il n'est pas vendu, il va à Oujda, il va être payé une taxe. À un certain moment, on se retrouve avec un produit qui paye 3 fois la taxe. C'est la taxe communale, donc il y a ça. Ça, c'est ce qui devrait se faire. Maintenant, ce qui s'est fait, et on n'a pas encore vu les résultats, c'est la loi sur l'agrégation. Il y avait la loi sur l'agrégation qui date de 2012, qui est arrivée avec le plan Maroc Vert, mais qui n'a pas donné réellement ses fruits, parce que là, c'est tout un problème. Pour que ça marche, il faut une confiance entre l'agrégé et l'agrégateur, il y a tout un système. Maintenant, cette loi, elle a été renforcée par la loi 37-21. Cette loi 37-21 permet aux agrégateurs de passer outre les marchés de gros. Et c'est la proposition que j'ai faite personnellement il y a quelques semaines. Je ne vois pas venir, mais je pense que, j'espère que bon. C'est de renforcer cette loi. Aujourd'hui, la loi, elle est là, mais les gens n'ont pas encore démarré. Les entreprises qui doivent travailler sur ce projet n'ont pas démarré. C'est très important d'expliquer ça parce que quand même, le fait ça permet d'avoir le petit agriculteur qui est agrégé avec un agrégateur. Il arrive directement lui-même. Avec l'agrégateur, ce n'est pas le système d'un achat. Donc il voit lui-même ses produits arriver directement chez les détaillants. C'est très important. On élimine pratiquement toute la chaîne. Et ça, si on arrive à ça, et en même temps, c'est très important aussi, c'est pour la santé des individus. On a un suivi de chaque fois, parce que ça passe par une station. Quand ça passe par une station, c'est automatiquement l'intervention de l'ANSA, il y a automatiquement un contrôle sanitaire. C'est comme l'export. L'export, il n'y a jamais d'incident de produits phyto. Il y a eu quand même des antécédents. Le haricot vert qui a été refoulé de France. Très peu. Il y a 10 ans. Non, mais c'est arrivé un cas sur... Combien on exporte? C'est arrivé, mais c'est des cas. C'est des choses qui arrivent parfois. C'est des choses qui arrivent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on contrôle aujourd'hui? Est-ce qu'on contrôle aujourd'hui quelque chose pour le marché local? Rien. Bon, maintenant, je ne veux pas arriver à un cas sur 10 ans, un cas sur 5 ans. Si on arrive à un cas sur 10 ans, c'est un cas sur 5 ans, on a sauvé le Maroc de loin. Pourquoi les marchés de gros sont toujours gérés par le ministère de l'Intérieur? C'est une aberration marocaine. Ça, c'est la loi. Non, mais normalement, c'est le ministère de l'Industrie, Commerce. Ça, c'est la loi, c'est pas... Ça, c'est la loi, c'est toujours là, elle n'a pas changé. Les lois sont faites pour évoluer aussi. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est la chose qu'on a toujours demandé, nous. Tout à l'heure, on parle de produits qui montent en coût parce qu'on paye des taxes au niveau... le coût monte
augmente parce qu'ils ne sont pas vendus à Agadir, ils sont vendus à Oujda. Moi, en fait, c'est un autre problème qui me pose, qui pose vraiment question, c'est tout ce qui est en relation avec l'impôt. Il y a combien d'entités agricoles qui payent des impôts au Maroc? Alors que le critère, c'est le chiffre d'affaires qui est de 5 millions de dirhams, alors qu'on le sait tous, que ça ne représente qu'une infime partie du... Est-ce que c'est normal à votre avis? Parce qu'autour de cette table, on est tous des salariés, on paye l'IR sans atteindre les 5 millions de dirhams. Mais pour les agriculteurs, sachant que ce n'est pas monsieur tout le monde qui déclare ses employés, ce n'est pas monsieur tout le monde qui va payer l'électricité, on en parlait tout à l'heure en off, on fait des détours pour avoir des économies d'énergie. Est-ce que vous ne pensez pas que le secteur agricole n'est pas assez fiscalisé? Maintenant, si c'est une politique de l'État à descendre au-delà de 5 millions, on parle de 2 millions, mais c'est pas encore, c'est pas fait. Non, mais on ne rentre pas dans ces critères-là jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé c'était même pas taxé. Il n'y avait même pas de fiscalité. Alors le fait d'instaurer depuis 2014, ça a glissé jusqu'à 2020. Donc le fait par palier, on est arrivé à 5 millions. Je pense que c'est le maximum aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les entreprises, depuis 3 ans, sont toutes déficitaires. À part des entreprises qui exportent. Les exportatrices, avec une forte valeur ajoutée, là, ils gagnent de l'argent. Mais sinon, le reste, aujourd'hui, ils sont vraiment dans une situation... c'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont gagner. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y aura de la fiscalité sur des produits qui... Bon, par ailleurs, il y a toujours une imposition. Il ne faut pas oublier tout ce qui est produit achat, tout ce qui rentre dans le... À part aujourd'hui ce qui s'est passé pour le phyto, le reste, il y a de la TVA là-dessus aussi. Et cette fois-ci, il n'est pas récupéré. Parce qu'on est hors champ de TVA. Donc on est hors champ, donc on paye, ça rentre dans les charges, mais ce n'est pas récupéré. Juste par rapport à la discussion qu'on a eue depuis tout à l'heure, je voudrais juste rebondir sur 2 trucs. On a les chiffres, nous, des moutons qu'on va importer, mais on n'a pas de chiffres. Les il y a moutons, certains qui parlent de 600 000, 1 200 000, 1,5 million, le cheptel on ne sait pas combien. Et une question de mon confrère Hassan Larif, qui suit avec nous le live, il a dit que est-ce vrai, comme ce qui a été reporté par la presse française, est-ce que les bovins brésiliens sont nourris avec des OGM? Est-ce que l'ONSA, est-ce que la Comader ont agi dans la sorte, ou bien juste pour avoir une traçabilité du produit? Personnellement, je ne pourrais pas vous répondre à ces questions, je ne suis pas au courant du tout. Je ne sais pas. Il y a eu des tests. Il y a eu des tests. Le directeur général de l'ANSA nous a certifié hier qu'ils sont conformes. Ils ont fait les tests qu'il faut. Il n'y a aucun problème. 2 types de tests. Mais en dehors de ça, personnellement, je ne peux pas. C'est l'ANSA qui s'occupe de ça. Et maintenant, l'autre question, on part d'1 million de moutons. On a besoin d'1 million de moutons pour qu'on suive notre cheptel et pour préparer les hêtes. Alors, s'il vous plaît, si je reviens vers le plan Maroc vert. Oui. Pourquoi je reviens? Parce que le plan, donc, il a encouragé les exportations, notamment de la tomate. C'est-à-dire les superficies qui étaient dédiées à la tomate saison, qui est en plein champ, elle a été réduite. Pourquoi? Parce que les agriculteurs donc, optaient pour la tomate primeur, parce que c'est pour l'exportation. Alors, les tomates sur champ, c'est-à-dire en dehors du cerf, il y avait une région qui a disparu pratiquement entièrement, c'est la région de Walidia. Ouais. Ce n'est pas à cause de l'export, c'est à cause de l'eau. Le barrage Massira est vide depuis 5-6 ans maintenant, et ils ont arrêté il n'y a plus ni de culture de betterave, ni de tomates, ni dans la région de Walidia. Les seuls qui restent maintenant, c'est les puits. Ils se rabattent sur les puits et ça va être difficile. Maintenant, c'est ce côté-là. Maintenant, tout ce qui est export, le plan marocain n'a pas encouragé les exports. Il a encouragé l'agriculture en général. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle? On parle de quelle quantité? On parle de tout ce qui est produit export aujourd'hui, qui est pointé du doigt, c'est la tomate, plus précisément la tomate cerise, c'est le melon, c'est l'avocat et c'est les fruits rouges. Ceci représente 25 000 hectares. En totalité? En totalité. Nous avons 8 millions d'hectares au Maroc. Le problème, moi j'ai toujours dit ça, on ne va pas se focaliser sur 25 000. On a besoin de ces 25 000.
On a besoin. Maintenant, ils doivent payer l'eau au prix à sa juste valeur. Je pense qu'ils sont en train de... Je ne sais pas maintenant combien ils payent, mais je pense à Agadir, aux alentours 5 dirhams le mètre cube. Mais au niveau de dessalé, bon, il faut faire des dessalements dans la région d'Agadir. Ils doivent avoir des dessalements et payer l'eau. Dans la région de Lokos, de l'Gharb, on n'a pas de problème d'eau. On a des quantités qu'il faut. Donc on va pas. C'est ce que je dis. Parce que c'est irrigué par le dessalement. C'est ce que je dis. C'est le premier point. J'ai dit Agadir. Agadir et Dakhla, Dakhla, c'est pas dessalement, c'est de l'eau. Agadir, c'est le dessalement. Agadir, c'est le dessalement. Le Gharb et Lokos, on n'a pas de problème. Alors maintenant, ça c'est le côté utilisation d'eau. Maintenant, c'est le côté. C'est quoi les avantages de l'export? C'est 1 hectare de tomates sous serre, il emploie 15 personnes. Il ne faut pas oublier ça. On a 4 millions d'ouvriers dans l'agriculture, ils doivent travailler quelque part. Combien, pardon? 4 millions. 4 millions. 4 millions. On a des 50 milliards de dirhams d'export. Il faut les avoir quelque part, c'est des devises, pour compenser un petit peu l'import. Maintenant, il y a ça aussi. Donc, on a la main-d'œuvre qu'il faut l'utiliser. C'est la tomate, c'est des fruits rouges, c'est eux qui emploient. C'est pas le céréal, hein, qu'on soit clair. C'est eux qui emploient, qui payent. Qui payent l'ouvrier au juste prix réellement, parce que ce sont des entreprises déclarées. Et on a l'export, on a besoin de devises, donc ils sont là pour nous faire rentrer de devises. Maintenant, avec l'arrêt des exportations, non, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt, non. Il y a eu une diminution pendant une certaine période. Maintenant, on a repris. Oui. C'est plus le même tonnage. On était fixé plus ou moins à 600 tonnes par jour. Maintenant, on est passé à 900 tonnes par jour. Donc, on a repris un petit peu l'exportation. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'export qui finance le marché local. Ça, je pense que il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas comprendre, mais je pense que c'est évident. Mais à un moment, il faut faire des arbitrages entre un marché à l'export qui est plus rémunérateur et la sécurité alimentaire. Le cas de la tomate nous l'a appris à nos dépens dernièrement. C'est-à-dire, si on bloque l'export... Mais on l'a bloqué sur l'Afrique. Non, interdiction, non. Non, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas... C'est un enjeu politique et tout, donc il y a eu des baisses, oui, mais pas d'interdiction. Donc, si on bloque l'export, les agriculteurs coulent. C'est clair. Qui va payer la différence? Parce que la tomate achetée, c'est des chiffres. La tomate, le coût de revient aujourd'hui de la tomate, elle est à 4,50 dirhams. Sortie ferme. Sous serre, parce que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, uniquement sous serre. Si elle est à 4,50 dirhams sortie ferme, il arrive à Casablanca à 10 dirhams, 11 dirhams. Pas moins. Impossible d'arriver à moins. Comment expliquer qu'une tomate qui est vendue à 4,50 arrive à 14, 15 dirhams dans les marchés des grandes villes comme Casablanca? Le différentiel est quand même très important. Je n'ai pas à dire, arrêtez de dire, les intermédiaires, bien sûr. Non, maintenant, non, il n'y a pas d'autre chose. Non, c'est clair. 4 dirhams 50, ça sort de. C'est le prix de revient, il est à 4 dirhams 50. Oui. Aujourd'hui, quand on exporte, quand l'agriculteur arrive à exporter 50% à 13 dirhams ou 14 dirhams, il peut se permettre de baisser le reste à 1 dirham 50. Aujourd'hui, ils vendent à 1 dirham 50. 1 dirham 50, et elle arrive chez nous à 5 dirhams. Moi, je viens d'acheter à 5 dirhams, 5 dirhams. Le week-end dernier. Elle sort de chez lui à 1 dirham 50, 1 dirham 80 maximum. Alors que le coût de revient est 4,50. Alors, s'il ne vend pas à 13, 14, il va couler. Maintenant, moi je parle la Comadère, on a deux missions. C'est protéger les agriculteurs et avoir des produits chez le consommateur à un prix raisonnable. Donc c'est un grand dilemme. C'est une équation qui n'est pas facile, parce que si on continue, moi je n'arrête pas de dire, attention, on joue avec l'avenir de l'agriculture au Maroc. C'est un système qui risque de s'effondrer. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, un producteur, nous on fait quoi? 1 400 000 tonnes de tomates. L'Italie, elle est à 5 500 000 de tomates. Et pourquoi ils sont aujourd'hui à 30 dirhams? 3 euros. 3 euros. Ils sont à 3 euros. Parce qu'ils ne sortent pas. C'est le moyen. Parce que si nous, on commence à appuyer sur cet agriculteur marocain, on commence à l'écraser, à faire diminuer au maximum, un jour ou l'autre, aujourd'hui, les gens de la tomate, ils veulent arrêter. Et si on n'avait pas cette petite augmentation qui a été faite cette semaine pour la betterave, l'année prochaine, personne n'allait faire de la betterave. Les agriculteurs ne s'en sortent pas. Cette année, ils allaient vendre à perte. Mais c'est inquiétant ce que vous dites.
Mais bien, c'est une réalité. Il faut les aider, ces agriculteurs. Le prix du sucre n'a pas bougé depuis 11 ans. Depuis 12 ans, depuis 2011. Pas au consommateur. Le consommateur est fixe. Moi, je parle de réanimation pour l'agriculteur. Il n'a pas bougé depuis... Alors, les intrants ont doublé, plus que doublé. Cet agriculteur, on était à 74 000 hectares, il a baissé à 50 000, 34 000 cette année. L'année prochaine, on allait se retrouver à zéro. Heureusement que le gouvernement a réagi vite fait. Il a rajouté ce 80 centimes pour essayer de sauver. Mais sinon, ça a été catastrophe. On risque de ne plus être un pays agricole. Pardon? On ne risque de ne plus être un pays agricole, alors? Voilà, ben c'est ça. Parce qu'on est coincé entre un prix, on ne veut pas augmenter les prix. On doit dire que les prix, la pomme de terre, l'oignon sortent, même maintenant la tomate, à 1,50 dirham de les fermes. Si on veut les avoir à un prix raisonnable, doivent sortir à 1,50 dirham. D'autre côté, on a aujourd'hui, je vous dis un chiffre, la pomme de terre, aujourd'hui, avec les augmentations, la pomme de terre, l'hectare, en 2019, nous coûtait 51 000 dirhams l'hectare, aujourd'hui, il est à 110 000. Double. Ça, c'est des chiffres. Imaginez ça, et de 1. Et de 2, l'eau qui était ou bien celui du barrage à 0,5 centimes ou 0,5 dirhams, ou bien celui on pompait à 30 mètres. Aujourd'hui, on doit pomper à 500 mètres pour l'avoir, dans des zones où il y a encore du pompage, où il y a une possibilité. Il y a les barrages, ils sont à sec. Les autres barrages sont à sec, donc il y a des périmètres qui sont complètement à sec. Alors si on a ça, il faut imaginer un petit peu ce qui peut arriver. C'est ça, c'est le pire. C'est un système qui peut couler d'un seul coup. Quelles sont les cultures, d'après vous, qu'il faut éliminer, qui absorbent beaucoup d'eau et le pastèque qu'on a éliminé, il est parti maintenant à la Mauritanie. C'est quand même 2 milliards de dirhams qu'on a perdu d'export. 2 milliards de dirhams d'export. La pastèque tout seul. C'est beaucoup d'eau aussi. C'est beaucoup d'eau, bien sûr. C'était dans une zone où on avait vraiment besoin d'eau. Maintenant, on parle d'avocat. Effectivement, l'avocat, c'est un gourmand d'eau. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas comment la région de Locos va manquer d'eau. Surtout qu'elle a un barrage derrière. Aujourd'hui, on est 3 milliards de mètres cubes qui sont stockés derrière. 2 milliards 100 ans. Pardon. Vous considérez que la limitation des exportations n'est pas forcément une solution pour faire face à l'inflation des prix? Pour certains produits, non. C'est un équilibre. Chaque produit est étudié tout seul. On prend la tomate, il faut étudier la tomate. Moi, personnellement, je ne connaissais pas vraiment le problème de la tomate, mais quand j'ai étudié, c'est quelque chose, c'est un calcul à faire. Il n'y a pas plus simple. Les intrants sont connus, la production est connue, n'importe qui peut faire ce calcul. Et il voit qu'aujourd'hui, la tomate sera à 4,50 dirhams. On ne peut pas les obliger à vendre à 1,50 dirham. Sinon, il y a tout le système qui va s'effondrer. Et c'est quand même 1,4 milliard tonnes. Qu'est-ce qu'on va faire avec après? Mais même, il n'y aura même pas de production. C'est des agriculteurs qui vont... sans aller même à businessman. C'est quelqu'un qui peut couler. Financièrement, il ne pourra pas supporter. Si vous aviez des messages forts à adresser à l'exécutif, notamment par rapport aux mesures concrètes à prendre d'urgence ou les leviers pour limiter les effets de l'inflation et les conséquences, juguler un peu les conséquences d'une mauvaise campagne agricole, quels seraient les messages forts de la Comader? Si on parle si jamais, maintenant, pour nous, le gros problème, c'était le froid, cette période de froid pour la tomate, parce que c'est là où il y a eu une baisse de production. Et maintenant, c'est le ramadan, avec la demande sur le ramadan. Après le ramadan, si le marché se stabilise, on l'espère, il n'y a pas de problème, Mais si jamais il ne se stabilise pas, il faut revenir. La solution que je vous dis tout à l'heure, système d'agrégation, ce n'est pas une première, on l'a déjà fait pendant la Covid, c'est autoriser les ventes directes en passant en dehors du marché de gros pendant une période de 3-4 mois, rien que pour stabiliser les prix. Pourquoi pas la suppression des taxes sur les marchés de gros, c'est-à-dire on a affaire à tous les élus à ce moment-là, qui va confronter les élus. Par rapport à cette question de fiscalité, il y a aussi la question de la TVA. Il y a eu une réunion la semaine dernière avec le gouvernement. Il y a eu une décision par rapport à ce dossier. Déjà, est-ce que ça concerne toutes les catégories du matériel agricole? Non, pas le matériel. Non. La TVA, je vous explique la TVA. La TVA, c'est quoi? La TVA, c'était la loi de finances de 2023. Elle a instauré la TVA sur tous les produits, mais donnant droit à un achat exonéré pour l'agriculteur, et c'est une cascade d'exonération jusqu'à l'importateur. L'importateur, lui, il demande la restitution de la TVA comme tous les produits. Maintenant, le problème qui s'est posé, il y a le décret d'application qui est sorti le 16 janvier,
qui fixait bien tout ça. Mais le problème qui s'est posé, c'est que l'agriculteur lui-même, vous imaginez un agriculteur en plein montagne, il a besoin de 2 litres d'un produit, je ne sais pas lequel, il va acheter, et il y a ça. Donc, il demandait l'attestation, être inscrit aux impôts, et tout ça. Donc, en pratique, c'était impossible. Après, il y a ceux qui étaient juste en dessous, c'est-à-dire les revendeurs, ils sont nombreux, et qui n'ont pas accepté à vendre en hors-taxe, faire les démarches et tout, acheter en hors-taxe, et avec toute la gymnastique. Et après, et ça toute la chaîne, jusqu'aux importateurs. Et les importateurs, ils font du 100% produit qui devient 100% exonéré. Donc ils devraient acheter en hors-taxe, pareil. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les revendeurs n'ont pas accepté de vendre en hors-taxe. Donc il y a un agriculteur qui se pointe chez eux, leur demander la facture pro forma pour demander l'exonération, ils ne leur donnaient même pas. Ils disent, ce produit, vous l'achetez en TTC, vous ne voulez pas l'acheter, on ne vous l'offre pas. Ils ont joué sur, à un certain moment, ce sont les importateurs eux-mêmes qui ont exigé ça. Donc eux, ils se sont basés sur des documents qu'ils avaient reçus à un certain moment, leur demandant de vendre en TTC parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement pour eux. Donc c'est ça où le chef du gouvernement a sorti ce décret-là pour dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus rien. On revient à la situation d'avant jusqu'en 2024. On revient, il n'y a plus parce qu'en conclusion, il n'y avait pas de TVA réellement. Toute la chaîne était exonérée. Mais le but des impôts, c'était pour faire une traçabilité de tous les produits et voir exactement. Parce que c'est un produit qui ne sert qu'à l'agriculture. Parlons bien de produits phyto et semences. Donc, ce sont ces 2 produits. On ne parle pas d'autre chose. Le matériel agricole reste toujours sous la loi c'est le même régime, c'est-à-dire on vend en hors-taxe avec cette fois-ci avec présentation d'exonération. N'importe qui peut. On n'achète pas un tracteur tous les jours, on n'achète pas du goutte à goutte tous les jours. Donc chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, on demande l'exonération. Et ça, je pense, c'est rentré dans les mœurs, il n'y a pas de problème. On ramène et il y a un engagement ferme que j'ai eu avec les pouvoirs, que ce soit les 2 ministres des Finances et le directeur général des impôts, qui ont compris le système et ils se sont engagés à rembourser chaque mois. Parce que quand même, c'est des petites entreprises, le marché agricole n'est pas énorme. On était à 2000 tracteurs et on a baissé avec ces sécheresses. Si maintenant ils doivent encore supporter la TVA sur longue durée, ce n'est pas le but. Justement, donc c'est ça Maintenant, réellement, il n'y a pas de TVA sur ces produits. Donc. Pardon, moi je voudrais rebondir sur le matériel agricole. On en parlait tout à l'heure. Quel est son état de santé aujourd'hui? Vous avez dit qu'il n'était pas très en forme. Les tracteurs. Ouais. Les tracteurs, oui. Les tracteurs, on est très mal encore. On est très mal, c'est-à-dire que là, ça reflète l'état de santé de l'agriculteur. Absolument. S'il avait les moyens, pourquoi il va acheter il investirait, et investirait. C'est le moindre des choses. Le premier repère, c'est le matériel agricole, les tracteurs. Les tracteurs, on est en chute des ventes de tracteurs depuis ces 4 dernières années de sécheresse. À cause de quoi? Des moyens de financement? Non, c'est la rentabilité, tout simplement, c'est question de rentabilité. Pourquoi ne pas monter un écosystème de montage de tracteurs? Très très petit. On le faisait avant, je pense, aux années 70. Ouais. Ah ouais. L'Algérie le fait. Oh, mais c'est pas, non, mais attends, si c'est vendre ces tracteurs-là qui ont plus de 50 ans d'âge, ça sert à rien, non. Et tout est évolué. Ils ont sans citer la marque, une marque qui a plus de 40 ans quand même. Non. Il n'y a pas un contrat-programme que vous devriez... Ça reste un tout petit marché. Un marché il était de 2500 tracteurs, on a baissé à 2000. Aujourd'hui, on tourne aux alentours de 1000-1200 tracteurs par an. Non, je parle de Comadair dans l'absolu. Un contrat-programme avec l'État pour des incitations. Je crois que c'est dans le cadre du SIAM, vous avez des choses qui se préparent. C'est un démarrage, pourquoi pas. Vous êtes en discussion? Pourquoi pas? Pas encore. On a fait tellement de chantiers, en un mois, c'est déjà énorme. Oui, parce que ça fait un mois que vous êtes à la tête de la... Juste un mois, exactement. Il y aurait peut-être des annonces à faire pendant le SIAM. Oui, on a un scoop en avant-première. Mais justement, en fait, moi je voudrais juste qu'on revienne à la question de Amine. Quels sont les messages que vous voulez adresser à l'exécutif? Parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer. On va les garder pour le SIAM. Non, ça c'est le premier message, je vous dis, ça c'est pour s'il y a un problème réellement pour la commercialisation, s'ils montent, il faut que circuiter l'intermédiaire. Premier point. Comment? Je vous dis tout à l'heure.
Je vous ai dit, c'est d'appliquer ces ventes directes Oui, pendant, l'agrégation. pendant 3 ou 4 mois. Comme dans le cas de l'agrégation, ce n'est pas l'agrégation, mais c'est en utilisant le même système. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a un gros problème dans l'agriculture. On n'a pas parlé. Et pourquoi les agriculteurs, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi ils vendent, à un certain moment, ils vendaient à la fin de la récolte, maintenant ils vendent avant, même ils ont commencé à vendre maintenant à la floraison. C'est parce qu'il y a un problème de financement dans l'agriculture. Aujourd'hui, il y a une seule banque qui fait le financement pour l'agriculteur. Quand on a démarré le plan Maroc Vert, il y avait 4 banques qui ont signé la convention. Les 3 n'ont jamais respecté leur engagement. Il y a une seule banque aujourd'hui et une banque ne peut pas suffire et ne peut pas rester gagner uniquement avec l'agriculture. Donc elle est obligée, elle était elle-même obligée de se diversifier, de faire d'autres produits et malheureusement donc on se retrouve avec un problème financier majeur au niveau de l'agriculture. Pourquoi les autres banques ne suivent pas? Parce on revient, pourquoi il n'y a pas d'impôt, c'est la même chose, parce qu'il n'y a pas de rentabilité dans l'agriculture. À part les fermes, je vous dis, qui font de l'export de certains produits à forte valeur ajoutée, le reste, il n'y a pas de rentabilité dans ces dernières années. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, à ce niveau, dans ce cas-là? Il y a ce côté-là. Financement, justement. Il y a le côté-là de financement plus souple, plus flexible. Vous savez qu'il n'y a même pas de fonds d'investissement qui s'intéressent à l'agriculture réellement. Nous, on a pensé, avec le fonds Mohamed VI, c'est un secteur rentable. Bien sûr. On a pensé, parce que c'est rentable, oui, il faut que ça tourne pour que ce soit rentable. Il faut que ça tourne, il faut des fonds pour que ça tourne. L'agriculteur lui-même, en prenant le cas très simple, on a eu une discussion avec le président de la banque il y a quelques jours, si l'agriculteur n'arrive pas au bout de chaîne, il n'arrive pas à avoir l'argent qu'il faut, alors parlons de la pomme de terre, au lieu de vendre la pomme de terre à un dirham 20 ou un dirham 30, s'il arrive au bout de chaîne, il peut, jusqu'à la fin, et vendre tranquillement, il peut la vendre à 2 dirhams et éliminer un intermédiaire aux 2. Lui, il est gagnant et les intermédiaires vont disparaître plus ou moins. Et il y aura un prix plus raisonnable. Et s'il est gagnant, ben, ça va tourner. Il peut aller, cette fois-ci, il peut aller faire même les coopératives et aller sur le marché, vendre directement. Il y a tout, mais il faut qu'il gagne déjà. Et pour qu'il gagne, il a besoin d'argent. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous avez projeté avec le fonds Mohamed VI? C'est une proposition, c'est l'une des propositions, c'est le fonds Mohamed VI avec d'autres organismes. On a quand même un organisme qui marche très bien, c'est l'assurance, la Mamda. La Mamda, oui. Qui supporte, c'est un grand support. Et les des agriculteurs, c'est une mutuelle des agriculteurs et qui finance les années de sécheresse, c'est elle qui prend en charge tout ça. Donc pourquoi pas elle? C'est une proposition d'avoir un fonds dans ce sens-là pour soulager un petit peu la banque, qu'elle ne soit pas obligée de financer tous les produits, Si on prend aujourd'hui, on parle d'agriculture entre 15 à 17% du PIB, généralement pas. En financement, elle représente moins d'1%. C'est pas normal. Ouais. Il utilise moins d'1% des crédits. Là, il y a quelque chose, il y a un décalage quelque part. Et ça, c'est important. Si on avait ça, moi je dis ça, c'est l'une des causes des intermédiaires, parce qu'aujourd'hui, l'intermédiaire joue le rôle de la banque. On a maintenant ces sacs d'espèces, parce qu'eux, c'est d'espèces, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les tracer. On ne sait même pas qui c'est. C'est du financement direct à l'agriculteur. Ils font le rôle de la banque. Et si on joue sur ça, qu'ils gagnent le maximum. Et ça, c'est quand même, ça c'est important, c'est à enlever. L'agriculture pourrait aussi accueillir des investissements. Il y a la charte de l'investissement qui arrive, le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Normalement, le secteur doit être attractif de nouveaux investissements de nouvelles générations, avec l'agritech, donc il y a des projets, des opportunités majeures qui arrivent. Il va falloir les saisir. Et la Comadère, comment il se prépare par rapport à toutes ces opportunités-là? On va y aller là. Ce sera bon. On a un programme quand même dans ce sens-là. Que M. Boumeli ne peut pas dévoiler. Pas avec Israël. Non. Pour l'instant, on n'a pas. Pardon, Sahlia, parce qu'on était en train de les messages forts, puisqu'on va revenir. Donc, les financements, c'était le deuxième message. Vous avez un troisième message à adresser ou Je pense que c'est des. Bon, c'est l'eau. Le principal pour nous, le problème majeur, c'est l'eau. Donc, équiper un maximum de stations, quitte à faire des PPP, des partenariats publics-privés dans la gestion de ces stations, de la création de ces stations. Il y a de l'eau au niveau des villes. Bon, parlons d'Israël. Israël, au niveau des villes, l'ensemble des villes, ils utilisent 500 millions de mètres cubes d'eau. Sur les 500 millions, les villes consomment 100 millions. Il y a un rejet de 400 millions
qui est 100% réutilisé. Réutilisé. Ça, 400 millions, c'est pas négligeable. 400 millions, si on met 4 000 par consommation moyenne de 4 000 mètres cubes à l'hectare, on est quand même à 100 000 hectares de plus. Ça, c'est au niveau d'Israël. Au Maroc, on n'a pas les chiffres exactement des villes, mais si on a ces chiffres-là, rien qu'utiliser ça, c'est énorme. Recycler tout l'eau qui sort des villes, faire un maximum de 500 dessalements, et à ce moment-là, on peut faire payer les gens qui veulent investir, leur faire payer le vrai prix. De l'eau. C'est l'eau, elle est interminable. On a des côtes quand même, on a 3600 km de côtes. Il y a des endroits qui peuvent exploiter, en parlant de la région de Walidia, la région d'Asfi, c'est des terres qui peuvent être utilisées avec l'eau qui est juste en face, leur faire payer, et ça peut être pour le local et pour l'export. Ça, c'est important aussi. Donc, et bien sûr, on ne va pas rester sur l'utilisation de l'énergie fossile pour le dessalement. Il faut passer au projet qui a démarré, qui est en cours, c'est celui de Dakhla. Oui. Et on a un projet qui est bien ficelé, avec un dessalement propre, avec l'énergie propre. On peut refaire ça dans pas mal de régions au Maroc. On a le soleil, il faut profiter de ce soleil aussi. Donc ça, c'est l'eau. Donc l'eau, la commercialisation, financement. Ces trois, si on n'a pas ces trois-là, on ne peut rien faire. Très bien. Surtout qu'au Maroc, quand même, on a des agriculteurs qui sont des vrais techniciens. Ils savent ce qu'ils font. Oui, il y a un savoir, il y a une technicité, un savoir-faire. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont claqué la porte des agriculteurs? Pour l'instant, on n'est pas encore comme la France, parce que la France, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une association qui sont venus démarcher des gens pour acheter des fermes à des prix dérisoires. Les fermes aujourd'hui en France se vendent à des prix dérisoires. Ils veulent quitter le métier, enfin ils quittent le métier. C'est des gens qui quittent le métier. En France, ils quittent. Mais la France, c'est pas je veux dire, on n'est pas dans la même situation. La France, c'est 3% dans le rural entier, il y a 3%. Au Maroc, nous sommes 40%, donc 80% vivent de l'agriculture. Oui. Donc c'est très, très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'un équilibre qu'il ne faut pas toucher, parce que si on casse l'équilibre, qu'est-ce qu'ils vont se faire? C'est l'exode rural direct. Oui. Donc maintenant, on pense à l'agriculteur, mais on pense aussi à la santé on pense aux consommateurs. Mais consommateur, moi, je vais être un peu méchant avec le consommateur, s'il peut supporter quand même 1 ou 2 mois, même 3 mois, mais il faut penser à l'agriculteur qui peut lui-même vendre tout ce qu'il a et rentrer en ville. Et c'est ça le gros du problème. On n'a pas d'industrie en ville, on n'a rien pour absorber. Ben, il faut penser aux 4 millions d'emplois, il faut penser aux 1 500 000 d'exploitation, il faut penser à tout cet écosystème quand même. C'est beaucoup de monde quand même là-dedans. Justement, par rapport à cet équilibre que vous venez d'évoquer, il y a aussi un autre aspect des attributions de la Comader, c'est le développement rural. Justement, comment accompagner les efforts de l'État, parce qu'il y a un fonds dédié avec 55 milliards de dirhams, comment la Comader peut accompagner les actions de l'État justement pour assurer l'ancrage des populations, des agriculteurs dans le monde rural et éviter l'aggravation du phénomène de l'exode rural. Sédentarisé. C'est le deuxième pilier. Non, ça ne s'appelle pas le pilier maintenant, c'est pour la génération green. Oui. C'est ce pilier-là, c'est-à-dire avoir un agriculteur qui a une santé financière. C'est le moyen. C'est comme il a besoin, comme tout le monde. S'il se retrouve, s'il s'en sort, parce qu'aujourd'hui il doit s'en sortir déjà, parce que le pauvre il est dans une mauvaise situation. Il doit s'en sortir déjà. Et s'il s'en sort, parce qu'il faut voir que quand on parle de la betterave tout à l'heure, 36 000 hectares de la betterave, elle est faite par 30 000 agriculteurs. La moyenne de 1 hectare 2. C'est eux qui font le marché. C'est 90% de notre cheptel et de nos éleveurs, ils ont moins de 5 vaches. Donc on s'adresse toujours, c'est eux qui font le lait, c'est eux qui font la viande, c'est eux qui font le maraîchage. Le maraîchage, c'est quoi la moyenne? Je vous ai dit tout à l'heure en parlant, on n'a pas de grandes exploitations de la pomme de terre ou de l'oignon. On a des petites exploitations. On a des exploitations de 2-3 hectares. Et c'est ça, c'est cet agriculteur-là qu'on doit vraiment l'aider
on doit tous être soudés vraiment pour essayer de maintenir un petit peu un équilibre. On doit vraiment injecter de l'argent dans c'est pour ça que pour nous, les aides, c'était très important. C'est quand même 10 milliards de dirhams qui vont être éjectés des villes, qui vont sortir vers la campagne. Et ça permet des gens au moins de respirer. On ne peut pas les laisser dans cette situation. C'est ça notre rôle de développement rural, c'est ça ce qu'on vise. Nous, ce n'est pas notre rôle de faire ni des hôpitaux, ni des écoles, mais quand même ça. Nous, c'est préserver l'agriculteur, c'est ça. Je vais ouvrir juste une fenêtre sur la filière de la tomate industrielle. Oui. Alors, la superficie qui est dédiée à cette tomate industrielle et qui est bien sûr dédiée à la fabrication du concentré de tomate. Oui. Actuellement, donc, elle est réduite, on peut dire, vers 100% de la superficie. Il y a peu d'agriculteurs qui ne s'en sortent pas. On importe surtout dans d'autres pays. Je voudrais juste que vous me corrigez. Donc, mon information, est-ce qu'on importe de Chine le concentré de tomate? Je ne peux pas vous dire. Là, vraiment, non. Parce qu'il y a un gros problème sur le concentré. Je sais qu'il y a un agrégateur, une unité très importante. Auparavant, c'était... Non, quelqu'un d'aujourd'hui très, très important. Il m'a assuré qu'il a rajouté 30%. Oui. Pour le prix d'achat de la tomate. Il a rajouté 30% à ses agrégés. Ça, il me l'a assuré. Il m'a dit, moi, je maintiens ma production et c'est l'un des piliers, c'est le plus important. Je pense que c'est vraiment le numéro 1. Il m'a dit que j'ai rajouté 30% aux agriculteurs et maintenant, on est d'accord, il n'y a pas de problème, ils vont continuer à le faire. Il n'y a plus d'intérêt à cette tomate industrielle qu'elle soit cultivée ici au Maroc. Elle est moins rentable, elle est... Non, si on a de l'eau encore, on ne peut pas. Moi, on croit en Dieu, alhamdoulilah. On espère que c'est... Parce qu'on est le Maroc, dans les 1000 dernières années, et on est passé, ce n'est pas la première fois qu'on a ces genres de sécheresse. On a eu des sécheresses qui ont duré 10 ans. Je pense que c'est une étude qui a été commandée par... Non, je parle de... Il y a 500 ans, il y a 400 ans. C'est une étude qui a été commandée par Hassan II et, sur 1000 ans, et on a eu des périodes de 10 ans de sécheresse. Ouais. Et donc, c'est pas la première fois. Ça remonte il y a longtemps. On a eu des périodes mariniers, on a eu des sécheresses, des grandes sécheresses. On espère que ça va revenir, que c'est un passage. Et ça va revenir. Je pense que on croit toujours. C'était juste pour... Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. J'entends tout à fait vos arguments par rapport à même que la responsabilité du consommateur qui doit, par exemple, je ne sais pas, supporter 2-3 mois. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'irresponsabilité de certains agriculteurs, si vous êtes d'accord avec moi, parce que les rapports du GIEC annonçaient tirer la sonnette d'alarme sur le changement climatique que vous citez comme première source. Et deuxièmement, par exemple, il y a des crimes climatiques qui ont été commis dans la région de Zagora pour le même argument qui est l'export, on va exporter. Est-ce que exporter 10 millions de dirhams, 10 milliards de dirhams, est-ce que ça vaut de... Est-ce que ça justifie... Au niveau de Zagora, 2 milliards. Est-ce que ça justifie de bousiller la nappe phréatique? Et troisièmement, c'est l'aboutissement de cette logique-là. Est-ce qu'on peut prétendre à être un pays agriculteur lorsqu'on a seulement 12% de notre superficie, des 711 000 km² qu'on a au Maroc, seulement 12% sont valables et adéquates pour des surfaces agricoles? Est-ce qu'on peut être un pays agricole avec seulement 12%? Écoutez, on ne peut pas dire autrement. Ce n'est pas les 12% pour lesquels on dit qu'on est un pays agricole. C'est parce qu'on est dedans. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 40% de population? Est-ce qu'on a des usines pour le faire travailler? Bon, je suis votre raisonnement. Les 4 millions d'ouvriers, où est-ce que je vais les mettre? Non, on est obligé, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui. On a ça, il faut faire avec. Maintenant, il faut développer ce qu'on a. On peut prendre Zagora, c'est vrai, on a un problème d'eau, on élimine. Aujourd'hui, c'est ma deuxième demande que j'ai dit. On a 3500 km de côte, on a un potentiel énorme dans cette côte-là. Parce qu'on a des agriculteurs qui ne savent faire que ça. On ne voit pas aujourd'hui, si on a des développements, aujourd'hui on a capacité d'1 million d'automobiles, si on passe à 5 millions d'automobiles, oui, on peut résorber un petit peu encore 1 million d'ouvriers, oui, c'est peut-être possible. Mais aujourd'hui, on a ces ouvriers-là, on a des gens qui vivent dans la campagne, on ne peut pas les laisser sortir de la campagne. S'ils vont gonfler les villes, on n'a pas d'industrie. Maintenant, il faut faire avec et trouver les moyens. On doit trouver d'autres terres. Ces terres sont là, ça existe. Il y a un projet, par exemple, on parle de Jarifia, le programme comment il s'appelle, de Bouche d'Or.
Par exemple, c'est des petites niches, des petits endroits, mais là, on doit tourner. Il y a des endroits, il y a encore des endroits à rajouter au niveau de l'irrigation de l'herbe. Il y a des potentiels. Il y a des potentiels au niveau de l'oriental. Il y a un potentiel. Donc, on est obligé de... La culture des montagnes, Les pardon? la culture des montagnes. C'est ce que fait les Italiens à Chypre, par exemple, ils le font. C'est réalisable, c'est contre Pour les montagnes? Ben, moi, par contre, je suis contre les cultures au niveau des montagnes. Pourquoi? Parce que chaque fois, bon, c'est parler de la catastrophe écologique, ouais, là je suis d'accord. Quand on parle des lacs comme Daïtawa qui ont disparu complètement, pourquoi? Parce que les gens ont planté tout autour. Ça, par contre, je suis entièrement... Parce qu'à certains moments, moi, je trouve tout ce qui est plantation au-delà de... Dans ces régions-là, au-delà de 1000 mètres, au-delà de l'Hajb, au-delà de... Il faut pas toucher parce que chaque fois qu'on fait un forage là, on tue tout ce qui est en bas. C'est la plaine derrière qui est touchée. Parce que ce sont des sources qui découlent à partir de ces endroits-là. Et on fait un forage, on pour irriguer 50 hectares, et en bas, on tue 200-300 hectares. Ouais. Ça, par contre, tout ce qui est à un certain moment-là, c'est du pâturage, ça doit rester pour l'élevage. C'est ce qui était depuis toujours. Il faut protéger aussi la forêt, parce qu'on est en train maintenant, il y a des choses qui... Ça, c'est vrai. Pour finir, qu'est-ce que vous attendez du SIAM? Parce que ça fait 3 ans qu'il était en arrêt. Oui. Vous, en tant que confédération, qu'est-ce que le SIAM vous apportera? C'est des rencontres. Moi, le SIAM lui-même, c'est le plus important au SIAM, ce sont les conférences qui sont à côté du SIAM. Il y a toutes les nouvelles technologies. Oui. Il y a des nouvelles technologies qui sont très importantes. On a parlé tout à l'heure d'Israël. Il y a des sociétés israéliennes qui vont venir avec des nouveaux systèmes de goutte à goutte. C'est très important parce que là, ils ont une révolution au niveau autour de leur système. Il y a beaucoup de monde qui vont venir, et beaucoup de monde qui va venir au niveau de ces conférences, des entreprises, surtout dans les nouvelles technologies et le digital. C'est très important quand même. Peut-être à monter des... Oui, peut-être, pourquoi pas. Donc, il y aura... Je vois juste tous les ambassadeurs que j'ai vus récemment, ils sont très intéressés, tout le monde me parle de... Tout le monde va venir. Donc, il y a un potentiel. C'est une grande vitrine. C'est une grande vitrine, et il y a un grand échange quand même qui va être avec ces gens-là. Et pourquoi pas, il y a, même il y a des potentiels, il y a aussi un potentiel pour... vous savez, Sa Majesté... il était en Afrique, il a fait beaucoup de relations, beaucoup de déplacements en Afrique. Et nous, en tant qu'entrepreneurs agricoles, on n'a pas suivi. On a même signé des conventions avec l'Afrique, on n'a pas suivi. Il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. D'accord. Rien que si on voit le fleuve l'Afrique Sénégal... sera présente au SIAM. C'est un potentiel d'investissement. Oui. Si nous, on va investir là-bas et ramener nos propres produits, ce qu'ils font les Chinois d'ailleurs. Les Chinois, ils sont en train d'investir en Europe, en Afrique, et en agriculture, et ils rapatrient leurs produits. Si on suit, il y a un potentiel quand même assez énorme, et comme les Africains seront assez nombreux, c'est une potentialité aussi. Très bien. Bien, Monsieur Ben Ali, on vous remercie. Franchement, nous avons eu vraiment un débat très enrichissant. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation à notre débat. Merci beaucoup.